Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Palardy qui vient nous parler du 30e anniversaire des Impatients. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la maltraitance face aux aînés. Notre collaboratrice Catherine Stassen nous présente sa chronique « Les policiers de la SQ retournent à l'école ». Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, M. Frédéric Palardy. Bonjour, M. Palardy, bienvenue à Folie douce. Merci de me recevoir. Bonjour, M. Bugeaud. Ça nous fait plaisir. Alors, vous êtes directeur général de la ressource Les Impatients, qui fête, en fait, cette année, ses 30 ans, un peu comme Folie douce. On a à peu près le même âge, là. Ça fait que c'est toujours drôle. Nous, c'est 1991, octobre 91, alors vous ne devez pas être très loin, à peu près dans les mêmes dates. Non, nous, on est mai 90. Oui, c'est ça. Donc, finalement, on est pas mal on est pas mal proches. Puis, il s'est passé des choses depuis ces années-là, depuis les années 90. Disons que la santé mentale, si c'est tabou aujourd'hui, c'est encore plus tabou à cette époque-là. Comment vous pouvez peut-être nous définir ce que c'est les impatients? Bon, les gens le connaissent, mais on va rappeler quand même, puis on aura le temps de parler des 30 ans aussi par la suite. Je commence par la mission. Oui. Alors, la mission, les impatients, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des problématiques en santé mentale via la création artistique. Donc, on fait notre business, entre guillemets, principal, c'est qu'on offre des ateliers de création artistique à des gens avec des problématiques, mais on ne fait pas de l'art-thérapie. Ouais. On fait de l'art thérapeutique. Vous parliez de 30 ans tantôt. Aujourd'hui, c'est très connu, l'art-thérapie. L'art thérapeutique, un peu moins. Si je peux vous donner un exemple là, qui module peut-être pour situer les gens qui nous écoutent. Donc, si on faisait un atelier d'art-thérapie, on serait reçu dans un atelier et on aurait un art-thérapeute et l'art-thérapeute nous dirait, aujourd'hui, on va dessiner la colère. Puis après ça, on en parlerait avec la thérapeute, on serait 10, etc., etc. Ça, c'est de l'art-thérapie, là, résumé là, en 2 mots. Bien, chez nous, on fait de l'art thérapeutique. Donc, c'est M. Bugeaud, bonjour. Bonjour, Yvan. Viens chez nous. L'animateur, c'est un artiste qui peut aussi être art thérapeute, mais c'est surtout un artiste. Et il va vous dire, M. Bugeaud, Yvan, viens, on va créer ensemble. Et c'est de la création qui va vous faire du bien. Et c'est la création qui va devenir thérapeutique. C'est un peu moins laissé libre, parce que c'est ça, l'art-thérapie, c'est un peu ça. Dans le fond, on dit, exprime-toi, puis il peut y avoir des thématiques, mais c'est moins, si tu veux, c'est moins encadré jusqu'à un certain point, sans que ça soit... Mais peut-être que ce que vous parlez, c'est un petit peu plus ciblé ou plus suivi, là. C'est drôle, je vous dirais que c'est l'inverse. Oui, OK. Oui, chez nous, c'est vraiment la liberté dans la création. OK. Une phrase extraordinaire d'une participante qui dit... quand on va aux impatients, si j'ai envie de mettre du noir sur ma feuille, juste du noir, je peux le faire. OK. Donc, il y a une liberté totale dans la création. Les artistes sont là pour les supporter, pour les aider, pour les écouter, mais c'est surtout dans la création que ça se fait. Donc, autant les artistes sont libres, autant les participants sont libres. Alors qu'en art-thérapie, il y a souvent un sujet abordé. Ouais. Là, tantôt, j'ai parlé de la colère, mais ça peut être un autre sujet. Et il y a surtout une réflexion après. Alors que nous, c'est juste t'es libre, viens, puis crée avec nous. Et c'est ça, dans le fond, si on prend aussi un peu la genèse de l'organisme, c'est votre mère qui a fondé l'organisme, Lorraine Palardy, qu'on a déjà reçu aussi, puis qui a fait un travail colossal. Vous avez pris un peu les rênes, ça fait quand même plusieurs années. Comment on pourrait expliquer l'évolution, finalement, des impatients? Parce que ça a commencé certainement petit, comme n'importe quoi qui commence, là. Mais 30 ans plus tard, on est rendu ailleurs. Oui, on a commencé avec un atelier, un site. Et pour aller vite, là, entre le jour 1 et aujourd'hui,
On est rendu donc, mettons, une dizaine de participants que ma mère allait chercher à coup de « viens prendre un café chez nous, on te paye le café gratuitement », donc les gens venaient. À aujourd'hui, 22 sites à travers le Québec et on reçoit 850 participants par semaine et on a des listes d'attente dans la plupart des sites. Et on est en développement à travers le Québec partout. Parce que des fois, c'est ça, c'est sûr que le projet a été fondé dans la région de Montréal, là, pour toutes sortes de... Parce que, bon, peut-être votre mère habitait, c'est sûr, ici, puis c'est sûr que les services étaient peut-être plus faciles à mettre en place parce que, bon, il y avait déjà une clientèle peut-être de gens qui étaient... Qui voulaient avoir des services peut-être différents, ces choses-là. Puis avec le temps, vous avez découvert qu'effectivement, il y en a partout des gens qui sont intéressés par ce genre de service-là au Québec. Donc, vous avez pu progresser de cette façon-là. Oui, et surtout, ma mère avait bâti quelque chose de très solide, une crédibilité. À cette époque-là, là, vous le disiez tantôt en introduction, les tabous, la stigmatisation en santé mentale, c'était presque hallucinant. Là. Louis H. Lafontaine, qu'on appelle maintenant aujourd'hui l'Institut de santé mentale, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, il y avait, je crois, 3000 personnes qui étaient là. Aujourd'hui, ils sont 350, c'est beau. Oui. Il y a eu un gros développement du milieu qu'on dirait communautaire, parce que c'est dans la communauté. Oui, là, c'est pas, exactement. Puis dans le fond, c'était ça. Mais l'idée de base, elle l'a probablement déjà dit, là, Lorraine Palardy, mais l'idée de base, c'est quoi? Elle aimait l'art, puis elle croyait en ça? Ou, oui. Elle croit encore en ça, j'imagine, évidemment. Définitivement. Elle voulait sortir la santé mentale des bas-fonds. Mm-hmm. Elle croyait à l'art qui fait du bien. Elle avait une galerie d'art. Elle était présidente de l'Association des galeries d'art contemporains. La première présidente, d'ailleurs, faite à noter pour une femme. Et elle croyait déjà surtout au bienfait de la beauté. Donc, sortons la santé mentale des bas-fonds, des organismes communautaires là, tels qu'il était à l'époque, c'est-à-dire dans des sols d'église souvent ou avec des chaises dépareillées, etc. Ouais. Allons-y avec la beauté, allons-y avec la création, allons-y avec l'art et allons-y avec l'inclusion de tous. Elle était la première, puis on est encore reconnu pour ça. On fait des événements aujourd'hui. Par exemple, on fait des encans. On a 300-400 personnes dans la salle. Ben, il y a un mélange d'avocats. Je suis avocat, moi, donc avocat à cravate, financier, participants aux ateliers, donc des gens avec des problématiques, des artistes, mais elle était la première à faire des événements incluant ces personnes-là, incluant avant, c'était toujours, on les cachait. Ouais. Les malades, les fous, en guillemets, on les cachait. Effectivement. Elle a trouvé cette façon de montrer que ces personnes-là avaient des talents extraordinaires, puis qu'en même temps, on pouvait leur faire du bien. Donc, elle a créé un modèle totalement innovateur pour cette époque et qui l'est encore. Et qui est unique, là. En quelque part, il n'y a pas deux organismes les impatients. Ça a une personnalité bien propre c'est très différent. Ça peut être semblable à certaines organisations, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment quelque chose d'unique. Puis c'est intéressant. Pour le 30e, donc, beaucoup d'activités. J'imagine que ça se développe beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi, en fait, pour cet anniversaire? Ben déjà, on va souligner, on va continuer. Ce qu'on a décidé de faire, c'est en gros, là, sans rentrer dans les détails des événements, on a décidé de regarder en arrière, mais surtout de regarder en avant. On s'est dit, on a 30 ans. Qu'est-ce qui arrive à 30 ans? On est fringant, on est en forme, on est en plein développement. Allons-y vers l'avant. On a fait tellement de progrès, puis il y en a tellement d'autres à faire. Et là, la pandémie, les impacts de cette pandémie-là
vont se faire sentir très, très longtemps. La santé mentale est au goût du jour, avec raison, parce que aujourd'hui, qui ne peut pas savoir c'est quoi vivre de l'anxiété ou de l'angoisse? Et on a choisi aussi beaucoup dans notre développement d'aller vers la prévention. Donc, on veut développer avec la jeunesse. On a déjà des ateliers dans 2 centres de la DPJ qui fonctionnent extrêmement bien, donc des gens très jeunes. On a des ateliers dans des cégeps performants, dans un cégep performant qui on fait affaire avec des jeunes de l'anxiété de performance. Ensuite, on a des ateliers avec des jeunes décrocheurs. Là, je vous parle juste des jeunes, mais aussi, on veut se diversifier beaucoup. On a un atelier au CHUM avec la l'oncopsychiatrie. Donc, des gens qui ont des cancers, mais qui sont référés aussi en psychiatrie parce qu'on sait l'impact qu'une personne sur son entourage peut avoir si on a un diagnostic de cancer. Et une nouveauté, on vise aussi là, les problématiques santé mentale chez les militaires, donc les post-traumatiques. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on vise aussi tout ce qui est entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à avoir un équilibre? Si c'est faire du yoga, tant mieux. Mais on sait que la création, ça fonctionne. Les hôpitaux, on est supportés par les hôpitaux, supportés par les psychiatres, supportés par le gouvernement. Puis j'ai hérité, moi, comme je dis en bon français, en guillemets, j'ai hérité d'une business en faille. Ça marche ce qu'on fait. Ça avait été bien monté, puis ça avait été bien développé, puis il y a des gens de cœur qui y participent. Tu sais, c'est une équipe, en fait, on le sait tous, là, que ça prend une équipe, des gens qui y croient, puis c'est bien quand ça résonne bien dans la société aussi. Il reste moins qu'une minute, M. Palardy, donc évidemment, pour le 30e, on peut s'informer certainement par vos réseaux sociaux ou par votre site web. Les choses sont en développement, donc pour savoir ce qui se passe et en savoir plus sur l'organisme, on cherche le site, c'est peut-être la meilleure chose. Oui. Donc, impatient avec un S.ca. Donc, il y en aura pour tous les goûts et on va fêter ça en grand. C'est excellent. Avec la démystification en tête. Oui, absolument. Le futur. Absolument, le futur. Parce qu'à 30 ans, c'est ça, on est bien, on est jeune adulte, on va faire un comparatif avec un être humain, mais il se passe quoi pour le reste de notre vie, là, d'organisme? C'est un peu ça aussi. C'est ça le défi aussi, d'être capable d'avoir une bonne continuité puis d'avoir quelque chose qui va faire du sens. Alors, c'est votre rôle, puis c'est quand même stimulant comme défi. Oui, c'est exactement ce qu'on vise. On vise le jeune en forme comme organisme, là. Oui. Puis on a le vent dans les voiles. Oui, puis let's go, on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Absolument. Merci beaucoup, M. Palardy, d'avoir été des nôtres. Vous êtes directeur général des Impatients. Puis bonne continuation, bon 30e surtout. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Alors aujourd'hui, ton bloc Espresso, tu nous parles de la maltraitance face aux aînés. Oui, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle Près de 80 000 aînés au Québec ont vécu de la maltraitance, selon un rapport de l'ISQ. L'ISQ, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Et c'est un article écrit par Stéphanie Marin, qui travaille pour la presse canadienne. C'est un article qui est apparu en 2020, le 28 octobre 2020, faisant état de la situation de l'année précédente, en 2019. Et j'ai pris ça sur le site ledevoir.com. Alors, on nous dit que c'est ce que révèle l'enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec. Donc, en 2019, c'est un portrait de la maltraitance vécue à domicile. Il s'agit de la première enquête à ce sujet ayant généré des résultats représentatifs de cette population au niveau provincial, soutient l'Institut.
Ce chiffre ces 78 900 aînés représente environ 6% de la population du Québec âgée de 65 ans et plus. Et c'était beaucoup caché, ça, avant. Oui. On en entend plus parler, mais il y en a souvent eu il y a longtemps, mais je pense que ça fait peur d'écouter ces chiffres-là. Là. C'est pas le fun. C'est impressionnant aussi. Peut-être qu'on n'avait pas eu d'études vraiment statistiques là-dessus aussi. Ouais. Ceux qui vivaient en CHSLD et en résidence pour aînés n'ont pas été évalués pour cette enquête. C'est la maltraitance psychologique qui a été rapportée le plus souvent, soit par un peu plus de 60 000 aînés. Il est notamment question ici de chantage affectif, de manipulation, d'humiliation, d'infantilisation, de menaces et de surveillance exagérée des activités. Puis, d'autres ont signalé de la maltraitance physique, environ 10 000 d'entre eux. Ou financière, plus ou moins de 10 000 aînés ont signalé cette forme de maltraitance qui inclut la pression à modifier un testament, une transaction bancaire faite sans consentement et même des détournements de fonds. Il y a aussi de la négligence physique et de la maltraitance sexuelle. Environ 6 000 personnes dans chacune de ces deux catégories. Un aîné pouvait sélectionner plus d'une forme d'abus dans ses réponses. Le portrait dressé par l'ISQ énonce de façon très détaillée les formes de maltraitance et ses victimes. Il servira entre autres à cerner les besoins de sensibilisation et de prévention. L'exercice est sérieux. La maltraitance peut entraîner de sérieuses conséquences physiques et psychologiques pour les personnes qui la subissent, d'autant plus si elle se produit à un moment de leur vie où elles sont plus fragiles et vulnérables. Elle peut augmenter le risque qu'elles se retrouvent en mauvaise santé, qu'elles souffrent d'anxiété et de dépression ou qu'elles se replient sur elles-mêmes, est-il aussi noté dans ce rapport. Le rapport d'enquête montre que les femmes sont plus souvent victimes que les hommes de maltraitance psychologique, physique ou sexuelle. Les facteurs de risque ont aussi été évalués. Les différentes formes de maltraitance touchent en plus grande proportion les personnes aînées qui ont vécu de la violence dans leur vie, c'est-à-dire plus tôt dans leur vie. Celles qui vivent seules, celles qui ont besoin d'aide pour leur activité quotidienne ou qui reçoivent des services à domicile comme des soins infirmiers, rapporte l'Institut de la statistique du Québec. On peut aussi se demander qui sont ces personnes qui maltraitent les aînés. Selon l'ISQ, elles sont souvent les conjoints ou les ex-conjoints ainsi que leurs enfants, y compris les beaux-fils et les belles-filles, lorsqu'il est question d'abus psychologiques. Ouais. Donc, c'est des personnes qui connaissent. C'est des proches, là, c'est ça? C'est exactement. Qui connaissent la personne, ouais. Plus d'hommes que de femmes sont mentionnés comme auteurs de la maltraitance pour les personnes âgées, quel que soit le type de maltraitance subie. Et ces victimes de maltraitance n'en parlent pas forcément, souligne l'ISQ. Près du tiers n'en parlent pas, soit parce que elles ne ressentent pas le besoin ou qu'elles pensent que le fait de poser l'une ou l'autre de ces actions ne changerait rien. Et le fait que c'est des proches, peut-être, ça peut rendre la personne un peu exactement, mal à l'aise, là, de la personne maltraitée. En fait. Ben justement, oui. Ouais. Environ une personne aînée maltraitée sur 10 a toutefois confié ne pas avoir parlé ou demandé de l'aide car elle se sentait embarrassée ou honteuse ou parce qu'elle ne voulait pas justement mettre la personne maltraitante dans l'embarras. Et on peut comprendre. Ouais. C'est le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a confié le mandat de réaliser cette étude à l'ISQ pour avoir un portrait global de la situation. L'Institut a recensé les réponses données à un questionnaire téléphonique par 8860 personnes âgées de 65 ans et plus. La collecte de données s'est faite de février à juin 2019 et portait sur des situations survenues au cours des 12 mois précédant l'enquête. Maintenant, dans un autre article sur Internet que j'ai trouvé, ça s'appelle simplement « Maltraitance envers les aînés » et c'est sur le site québec.ca. On définit dans cet article un peu plus en détail tous les gestes qu'on peut commettre, par exemple, sur les personnes âgées. Tout ce qui peut être considéré comme de la maltraitance. Ça, exactement, varié, oui, parce que ça prend plusieurs formes. Ouais. La définition de la maltraitance retenue par le gouvernement du Québec établit ceci. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence
d'action appropriée, intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Alors, les voici ces types de maltraitance. Les différentes situations de maltraitance vécues par une personne aînée peuvent être associées à l'un ou plusieurs des 7 types suivants. Premièrement, il y a la maltraitance psychologique. Il s'agit de faire du chantage affectif, de manipuler, d'humilier, d'insulter et de dénigrer. Deuxièmement, la maltraitance physique, soit bousculer, rudoyer, frapper, brûler même, ou alimenter avec trop de force. Troisièmement, la maltraitance sexuelle, avoir des attitudes ou des propos subjectifs, faire des blagues ou des insultes à connotation sexuelle, obliger une promiscuité, avoir des comportements exhibitionnistes. Quatrièmement, la maltraitance matérielle ou financière, faire des pressions pour modifier un testament, réaliser des transactions bancaires. Je dois m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Ben oui, on va poursuivre ça. Donc, la maltraitance face aux aînés à Folie Douce. À venir dans l'émission, Catherine Stassin nous présente sa chronique « Les policiers de la SQ retournent à l'école ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La maltraitance face aux aînés ». Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que j'accueille notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les policiers de la SQ retournent à l'école. C'est la nouvelle du jour. C'est la grande nouvelle du jour. C'est la grande nouvelle pour 2022. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'ils vont devoir suivre un programme bien spécifique dont je vais parler un peu plus en détail. Oui. Mais il faut d'abord comprendre un petit peu comment ça se fait qu'ils vont devoir suivre ce programme parce que c'est obligatoire. Ils vont devoir le faire. Oui. C'est qu'en fait, on a tous été quand même marqués en 2014 par la mort d'Alain Magloire qui était en crise psychotique et qui était abattu. Et plus récemment, en 2021, un monsieur qui s'appelait René Junior Olivier qui était abattu à Repentigny et qui était également en crise psychotique. Donc, c'est sûr que ce sont des événements que personne ne veut voir se reproduire. Et de façon cyclique, là, c'est arrivé souvent, assez régulièrement, à travers les années, qu'il y a eu des incidents comme ça avec des gens qui avaient des problématiques de santé mentale. On va essayer un petit peu de comprendre comment c'est possible, parce que ce qu'il faut savoir, et pour ça, il faut comprendre la situation en ce moment au Québec, il y a plus de 80 000 appels pour des problèmes de santé mentale par an. D'accord ? Donc, c'est énorme. Et puis, il y a aussi une augmentation folle des appels au 911 pour des problèmes qui sont en fait des problèmes de santé mentale. Donc, ces cas explosants et ayant plus que doublé depuis 2014 avec le cas de M. Magloire, les policiers, c'est sûr, sont débordés. Oui. Donc... Et dans l'intervention, ce qu'on me dit souvent, les policiers, souvent, dans l'intervention, ils n'ont pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est-à-dire qu'en effet, ils sont formés pour... Qu'est-ce qu'on leur demande quand on les formait dans le temps? C'est d'abord sécuriser un périmètre. C'est-à-dire quand ils arrivent quelque part, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la sécurité. Or, quand ils arrivent, et pour prendre le cas de M. Olivier, ils arrivent sur place, la personne avait un discours irrationnel, était avec un couteau à steak dehors et avait c'est sûr, paraît menaçant, bien entendu. Donc, eux, leur réflexe, c'est de sécuriser le périmètre. Évidemment, je ne peux pas me mettre totalement à leur place, je ne suis pas policière. C'est important, donc, mais quand même de comprendre ce qui se passe. Donc, ils sont formés pour sécuriser. On les appelle pour ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'avec la formation qu'on va donner, il y a un changement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que quand ils vont arriver, ils vont d'abord voir
en effet, si c'est un cas de santé mentale, et ils vont, à ce moment-là, ils peuvent commencer à sécuriser tout en laissant une porte ouverte aussi à la négociation, au discours, qui est un discours qui ne va pas être menaçant pour la personne qui est en crise, qui est un discours où eux ne vont pas être dans un totalement autoritaire avec la personne. Et je vais parler de cela en détaillant un petit peu cette formation, en fait, parce que cette formation, ils vont avoir une formation, d'abord, les policiers en ligne de 4 heures. On peut se dire, ça, c'est pas beaucoup. 4 heures en ligne sur les préjudices, justement, liés à la santé mentale. Donc, ils vont parler certainement de ces problèmes-là, de la mortalité, etc. Et aussi, comment établir une relation de confiance quand ils vont être en intervention et en intervention de crise, d'accord? Et après avoir eu cette formation en ligne, ils vont avoir 2 jours d'atelier en situation, de simulation. Donc, ils vont avoir des cas d'école, etc. Et là, ils vont apprendre justement à intervenir, oui, mais intervenir différemment de ce qu'on a pu leur apprendre auparavant. Essayer de désamorcer finalement la crise. Voilà. Plutôt que donc, c'est juste peut-être une approche, là, comme tu dis, c'est une approche un peu différente. Désamorcer, c'est tout à fait le mot, c'est désescalader également. C'est ça, ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Et au lieu de sécuriser et d'être très rapide, parce que c'est ce qu'on leur demande, c'est comme ça qu'ils ont été formés. Maintenant, on va leur dire, allez prendre votre temps. Et veut pas, les gyrophares, la façon que les policiers sont habillés, les armes, tout ça, les walkie-talkies, tout ça peut énerver quelqu'un dit normal, là, qui n'a pas de problématique de santé mentale. Alors, à qui c'est pas arrivé? Oui, ça cause un certain stress. Donc, j'imagine Certainement. une personne qui a déjà une problématique doit se sentir vraiment sous pression en voyant ça. Oui, et en plus, qui est peut-être de type paranoïaque ou donc en crise psychotique, c'est certain qu'il va réagir plus violemment. Dans certains cas, c'est sûr que ça ne va pas aider les gyrophares. Et s'il y a une position autoritaire, s'il y a une position rapide, que ce soit dans le physique, en croisant les bras, en étant vraiment, oui, c'est ça, autoritaire. Donc, ils vont essayer de prendre leur temps, de comprendre ce qui se passe. Et ce temps-là va permettre aux gens en crise de se calmer, de voir, tiens, peut-être cette personne ne me veut pas de mal, ou en tout cas, elle essaye de me parler, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que c'est suffisant? On peut voir des cas où le fait qu'il y ait eu une formation de ce type, cela aide. Et il y a déjà plusieurs villes, dont Montréal et Laval et Sherbrooke, qui ont ce genre, des équipes bien particulières. C'est des équipes qu'on appelle équipes, ils ont des noms qui varient, mais de manière générale, c'est une équipe en binôme où il y a un policier, donc une équipe mixte, un policier et un intervenant social. Et pendant que le policier arrive en même temps que l'intervenant, il va sécuriser, lui, en effet, mais en faisant attention à sa gestuelle et à son discours aussi. Et pendant ce temps-là, l'intervenant social peut déjà amorcer le dialogue, essayer de parler. Et ne pas tout de suite dire « Oh, il nous menace, on va passer dans l'action. » D'accord? On voit, en tout cas, j'ai plusieurs expériences ici qui montrent que ça fonctionne à Montréal, ce genre de choses, parce que ce qui est très significatif, c'est que les chiffres qui permettent de dire que la personne a été voir des ressources après ça, que la personne a accepté un transport à l'hôpital, augmentent énormément avec une intervention de type mixte, où ce n'est pas purement policier, et en tout cas où le policier et l'intervenant, évidemment, sont formés dans ce genre d'intervention de crise, d'accord? Donc, c'est vraiment très important de voir que ça fonctionne. Ça fonctionne à Laval également, à Sherbrooke. À Laval, c'est un tout petit peu différent. Les policiers vont arriver sur place et s'ils voient qu'il y a besoin d'un intervenant, ils peuvent l'appeler. Ça, je trouve qu'il y a un décalage. Ça peut ne pas être idéal, etc. Mais en tout cas, Sherbrooke et Montréal, ils ont des équipes mixtes. Ça, je trouvais très, très intéressant pour, comme tu disais, désamorcer, désescalader et permettre le dialogue plutôt que la position d'autorité et on ne va pas tolérer quoi que ce soit. Vous êtes violent. Tant que vous êtes violent, on va réagir de manière, entre guillemets, agressive, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à la force par la force.
ce qui n'est pas l'idéal dans un cas de crise. Non. D'accord? Et aussi, évidemment, on peut se poser la question, mais j'ai déjà posé la question à une juge pour dire exactement ce qu'il en était. Et j'ai dit, mais est-ce qu'ils sont obligés de viser? Pourquoi ils ne peuvent pas viser un mollet ou autre chose? Est-ce qu'ils doivent viser le cœur ou viser des organes vitaux? Mais elle m'a expliqué, c'est extrêmement difficile, quelqu'un qui bouge, etc., d'aller viser. Et ils ne peuvent pas se permettre que ça touche quelqu'un d'autre non plus. Donc, ils essayent en effet de viser des parties où ils ont une plus grande surface, etc. Mais je crois que dans l'apprentissage, ils vont peut-être voir ce genre de choses. J'ose espérer. Je n'ai pas du tout de confirmation à ce niveau-là, mais j'ai compris ce que la juge voulait dire. Mais je pense que c'est important qu'ils soient conscients que s'il y a moyen d'aller... si cette personne est seule dehors, comme la personne, M. Olivier Repentigny, devant la bâtisse familiale, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des voisins, etc., mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas un taser qu'on peut utiliser? Il n'y a pas autre chose? Mais c'est vrai que un couteau à steak. Mais dans un cas comme ça, c'est ça, la réaction doit être rapide. Je ne veux pas défendre ni d'une partie ou l'autre de la non situation, plus, sauf que c'est pas évident oui. à se mettre... Quand quelqu'un est juste en crise et qu'il n'y a pas d'armes, je dis, c'est déjà plus facile à gérer, mais c'est pas évident de gérer ça. L'ampleur de ce qui peut arriver, il peut se blesser lui-même, il peut blesser quelqu'un d'autre, même avec un couteau à steak. Donc, c'est pas évident à gérer. Alors, c'est tout un défi pour les policiers, ça, c'est sûr. Là. Oui, je pense qu'eux aussi arrivent dans un stress. Ils doivent penser à protéger leur équipe, alors à se protéger eux. Et ils vivent toute la journée dans ce stress d'appel, etc. Donc, je crois que certaines journées, ils arrivent sur une situation et ils ont eu d'autres difficultés. Et puis, ils arrivent peut-être pas dans l'état idéal, évidemment, pour faire front à ce genre de problématiques, où ils doivent désescalader, alors qu'eux, ils ont accumulé toute l'adrénaline toute la journée ou tout le stress toute la journée à cause d'autres personnes. Donc, c'est sûr que ça demande énormément de la part d'une personne et c'est pour ça qu'être en équipe, c'est intéressant. Oui, l'équipe mixte, peut-être, c'est la meilleure solution, sauf qu'ils ne peuvent pas être partout, c'est ça le problème. Je pense qu'on ne peut pas avoir, avec toutes les voitures de police ne peuvent pas avoir une personne... c'est ça. Et là, il y a des questions qui te posent, point de vue budget, évidemment, parce que comme c'est vraiment, ça devient, je ne dis pas le motif principal pour l'appel des policiers, mais c'est un pourcentage énorme qui est toujours en dessous du 50% quand même, mais qui vaut la peine de se dire, là, il y a quelque chose à faire qui pourrait changer totalement les choses. Ouais. C'est faisable. Et pour la société, parce que une perte humaine, que ce soit du côté de la famille, de la personne qui est décédée, évidemment, et des policiers, tout le monde souffre. Ça fait beaucoup d'endeuillés ou beaucoup de victimes. Là, et ce sont des coûts, s'il faut voir de cette manière-là, malheureusement, pour les budgets de l'État, ce sont des coûts pour tout le monde. Voilà, donc c'est important de se dire, ben là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit par Jean-François Plouffe, qui est donc porte-parole du groupe Action Autonomie, qui défend les droits pour la santé mentale à Montréal. Et donc, il se dit il pense qu'il est temps que cette formation suive les nouveaux besoins de la société. Ça rejoint un petit peu mes chiffres, un petit peu, et les arguments. C'est qu'il y a une volonté qui est des changements dans le traitement des patients, ou des patients qui sont en extérieur en tout cas, et aussi un changement de la culture policière. Je crois que les policiers aussi ils aimeraient être perçus différemment peut-être, parce que leur rôle en premier, oui, c'est d'assurer aussi la sécurité et l'ordre, mais c'est aussi d'être un agent de relation, de contact dans la communauté et de paix dans la communauté. Donc, je crois que là, c'est un point important qu'a soulevé M. Plouffe. Alors, en fait, pour conclure, on peut dire que, on peut espérer que cette formation des policiers de la SQ et les autres formations pour les autres policiers et la nouvelle qui a lieu aussi à l'école de Nicolet, on va espérer que tout cela va vraiment mouler les policiers et aussi éduquer aussi bien les citoyens et les gens qui ont des problèmes de santé mentale au fait que les choses changent et donc qu'on peut espérer que ça aille dans la bonne direction.
Oui, bien merci beaucoup, Catherine. C'est un bon sujet. Donc, en espérant effectivement que les choses s'améliorent, c'est pas d'hier qu'il y a des problématiques. Il y en aura toujours, peut-être des problématiques, mais si on peut les réduire un petit peu, ça serait quand même très intéressant. Merci beaucoup et à une prochaine chronique. Merci Yvon. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons avec le sujet entamé plus tôt, Pierre, la maltraitance face aux aînés, un sujet qui est présent depuis longtemps, mais qui n'est pas souvent parlé à part ces dernières années. Oui. On entend plus parler même de la publicité à la télé. Là, C'est vrai. Qui mentionne ça, là, effectivement. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé en détail, en tout cas, mais dans cet article que j'ai... En fait, dans 16 articles que j'ai trouvés sur Internet récemment, on en parle en détail parce que, justement, il y a eu des sondages de fait par l'Institut de la statistique du Québec. Et comme tu disais, la maltraitance, ça peut être sous plusieurs formes. Il y a beaucoup de maltraitances qui peuvent être faites par les aînés. Puis des fois, c'est subtil. Tu donnais une description, puis effectivement, ça peut être subtil. Il faut faire attention. Exactement, oui. Alors, j'étais en train de lire dans mon deuxième article, un article qui s'appelle simplement « Maltraitance envers les aînés ». C'est sur le site du gouvernement du Québec. Et on parle des types de maltraitance les plus courants. Et ici, on en nomme 7. J'étais en train de vous parler de la maltraitance matérielle ou financière. On nous dit que il arrive qu'on fasse pression pour modifier un testament sur une personne âgée, ou encore de réaliser des transactions bancaires sans consentement, c'est-à-dire utilisation d'une carte bancaire de transaction par Internet, par exemple. Il y a aussi détourner des fonds ou des biens. Cinquièmement, il y a aussi la maltraitance organisationnelle, c'est-à-dire offrir des services de façon brusque ou offrir des services inadaptés aux besoins, ou encore avoir un manque de directives claires ou avoir des directives mal comprises de la part du personnel. Il y a aussi, sixièmement, ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire imposer des restrictions ou des normes sociales en raison de l'âge ou de réduire l'accessibilité à certaines ressources ou encore d'avoir simplement des préjugés. Parce que dans le fond, la maltraitance, effectivement, elle se constate en milieu hospitalier, en milieu de vie ou sinon à la maison. Là, c'est ça, ça peut être des proches, ça peut être des employés, disons, qui maltraitent une personne. Oui, mais comme je t'ai dit, ici, on parle plus là, des personnes âgées à la maison. Oui, OK. Donc, c'est peut-être que les gens qui commettent ces gestes se sentent un petit peu plus libres d'agir. Oui. Et septièmement, il y a la violation des droits, c'est-à-dire imposer un traitement médical ou encore de refuser le droit de choisir, de voter ou d'avoir son intimité. Ce qu'on appelle maintenant les facteurs de risque. Les principaux facteurs de risque qui sont liés à l'environnement de la personne aînée sont la cohabitation avec un ou plusieurs de ses proches. Il y a les conflits avec des membres de la famille ou des amis. Il y a l'inaccessibilité des ressources, ou encore l'isolement social et le réseau social peu développé. Les principaux facteurs de vulnérabilité maintenant qui sont liés aux caractéristiques de la personne sont l'âge avancé, le simple fait d'être une femme ou l'analphabétisme. Il y a les problèmes de santé mentale ou physique, telles les pertes cognitives, la difficulté comportementale ou émotive, par exemple. Ça peut être la démence, les troubles de la mémoire, les troubles de l'orientation, l'agressivité ou la dépression. Il y a des facteurs aussi associés à la personne maltraitante. La personne maltraitante peut être, comme on l'a dit tantôt, le fils ou la fille. Ça peut être le conjoint ou la conjointe de la personne aînée ou être un fournisseur de soins ou de services ou un simple ami ou un voisin même. Ouais. Si on regarde les conséquences, on peut s'imaginer qu'elles sont nombreuses. On nous dit que les conséquences de la maltraitance envers les aînés sont l'apparition de séquelles physiques temporaires ou permanentes, l'apparition d'idées suicidaires ou de comportements destructeurs. Il y a l'augmentation de la maladie et de la mortalité. Il y a les pertes des épargnes prévues pour assurer son bien-être. On ajoute bien que la personne aînée maltraitée soit la première touchée par les conséquences de la maltraitance, les membres de son entourage en subissent aussi les effets négatifs. Sa famille et ses amis peuvent être affectés. La maltraitance dépasse donc le problème individuel. Oui, ça devient inquiétant, surtout si la personne âgée, aînée, vit seule, par exemple, et elle n'a pas...
elle n'a pas d'aide à proximité, ça peut devenir inquiétant. Là, c'est ça. Le reste de la famille, à un moment donné, ils vont se douter qu'il y a des choses qui se passent. Ouais. Et c'est presque jamais prouvable. Puis c'est difficile des fois d'intervenir. C'est pas tout le monde qui a le temps d'être là quand ça se passe. Fait que c'est ça, c'est quand même un enjeu. Ça devient un problème familial, je dirais. Effectivement. Ouais. En conclusion, on suggère, on a des lignes d'aide. On nous parle les aînés victimes de la maltraitance ou ceux qui souhaitent de l'information peuvent contacter la ligne Aide Abus Aînés. C'est au 1-888-489-2287. Je répète, c'est la ligne Aide Abus Aînés au pluriel. C'est au 1-888-489-2287. Et pour les situations d'urgence, on peut toujours simplement composer le 911. Ça, c'est 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus d'attention qui est visée par rapport à ça. C'est important pour éviter justement des problématiques. Puis, souvent, les personnes se taisaient. Là, les personnes aînées ne voulaient pas déranger. Tout ça, c'est elles qui souffrent en silence, dans le fond. Fait que c'est pas bon pour leur santé mentale. Plus on en parle, mieux aussi les personnes ont moins peur d'en parler. Puis c'est comme ça aussi dans d'autres problématiques de santé mentale. Et je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que les personnes aînées, spécialement les femmes, on a l'impression que les gens vont les infantiliser, puis comme s'ils n'étaient pas capables de prendre des décisions. Ils vont essayer de décider pour elles. Moi, j'ai souvent... Mais il y a des hommes aussi aînés, sûrement, qui se font maltraiter, mais il y a des femmes, j'ai l'impression certains entourages vont comme penser que la personne n'est pas capable de décider pour elle-même. Donc, c'est ça qui devient aussi... Des fois, je me demande s'il n'y a pas une certaine maltraitance qui n'est pas voulu à 100%. Un peu comme tu parles, peut-être qu'il y a des gens qui veulent aider, mais qui infantilisent. Puis jusqu'à un certain point, ça brime les droits de la personne maltraitée, effectivement. Merci Pierre pour ce sujet, la maltraitance face aux aînés. Merci. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques secondes pour compléter ce rendez-vous. Alors Pierre, merci beaucoup pour ta mise en onde. Bienvenue mon cher. Et merci aussi pour tes blocs Espresso et Allongé où tu nous as présenté ton sujet sur la maltraitance face aux aînés, un sujet important dont on doit s'occuper. Notre invité en début d'émission, Frédéric Palardy, nous a parlé du 30e anniversaire des Impatients. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres, nous a présenté sa chronique sur les policiers de la SQ qui retournent à l'école. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.